tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre journal d'information quotidienne sur la Chine en français. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le mois de juillet voit la célébration du centenaire du Parti communiste chinois. Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre français, a tenu à adresser ses félicitations et un message à la Chine. Retour sur l'évolution du Covid-19 en Chine. Malgré la présence de nouveaux cas importés, l'épidémie continue de décliner dans le pays. Grande victoire pour Pékin, l'OMS a déclaré qu'après 70 ans de lutte, la Chine a enfin réussi à éradiquer le paludisme de son territoire. On ne se lasse pas de leur périple, les éléphants migrateurs continuent leurs aventures au Yunnan. À la découverte du programme, les ambassadeurs de la route de la soie verte, en quoi est-il un atout pour la protection de l'environnement? Et c'est le retour du foot pour la Chine. Si la France vient d'être éliminée de l'Euro, l'Empire du Milieu commence de son côté les qualifications pour la Coupe du Monde 2022. Les détails à la fin de notre journal. Et on commence ce journal par un message spécial. Jean-Pierre Raffarin, ex-premier ministre de la France et grand ami de la Chine, a tenu à s'adresser au peuple chinois à l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois. Regardez. Ni hao, nous mesurons bien en France combien le 100e anniversaire de la fondation du PCC est pour votre pays un événement de grande importance. Cet anniversaire est à la fois un retour sur une longue histoire, mais aussi une mesure de l'action engagée. En effet, le centenaire du PCC portait un objectif stratégique essentiel: atteindre le niveau d'une société de moyenne aisance. À l'occasion de cet événement, je peux vous dire combien, en France, nous sommes impressionnés par les efforts du peuple chinois pour atteindre un tel niveau de développement. Les centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté sont les premiers témoins de cette réussite. Nous saluons ces résultats. En reconnaissant la République populaire de Chine comme partenaire essentiel de la France, le général de Gaulle avait, dès 1964, anticipé cette réussite. Même si nos modèles politiques sont différents, en France aussi, nous reconnaissons dans notre Constitution l'importance et le rôle des partis politiques. C'est une articulation essentielle entre le peuple et les dirigeants. L'important pour nous tous est que le développement économique et social soit le chemin qui mène à la société d'harmonie telle que le souhaitent les peuples. Ceci. On continue avec un point sur la pandémie de Covid-19. Bien que la Chine recense de nouveaux cas importés, la situation est toujours sous contrôle, tandis que la campagne de vaccination avance à grands pas. Plus de détails dans ce sujet. La partie continentale de la Chine a signalé mercredi 12 nouveaux cas importés de Covid-19, mais aucun nouveau cas transmis localement, a indiqué jeudi la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Parmi les cas importés, 3 ont été signalés au Fujian, 2 à Shanghai, 2 dans l'Anhui, 2 au Sichuan, 2 au Yunnan et 1 au Shanxi. Aucun nouveau cas suspect ou nouveau décès lié à la Covid-19 n'a été signalé mercredi, selon la Commission. Un total de 6600 cas importés avait été signalé sur la partie continentale mercredi en fin de journée. Parmi eux, 6216 étaient sortis de l'hôpital après leur rétablissement et 304 étaient restés hospitalisés. Aucun décès n'a été signalé parmi les cas importés. Le nombre total de cas confirmés sur la partie continentale avait atteint 91 792 mercredi. Parmi eux, 438 étaient toujours hospitalisés, dont 8 dans un état grave. Mercredi, 86 718 patients avaient quitté l'hôpital après leur rétablissement et 4 636 étaient morts de la maladie sur la partie continentale. Un total de 19 cas asymptomatiques, tous importés, ont été nouvellement rapportés. Au total, 474 cas asymptomatiques, dont 467 importés, étaient en observation médicale mercredi. Il faut également noter que plus de 1,22 milliard de doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées en Chine mardi, a annoncé mercredi la Commission nationale de la santé. La campagne de vaccination du pays avance à grands pas, tandis que la contamination et les nouveaux cas sont encadrés d'un strict contrôle. Toujours dans le domaine de la santé, la Chine célèbre une grande victoire. Après 70 ans de lutte, l'Organisation mondiale de la santé vient d'annoncer l'éradication du paludisme sur tout le territoire. Voici toutes les informations sur la question. Mercredi,
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que la Chine est officiellement débarrassée du paludisme. Le pays, qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 1940, n'a pas signalé un seul cas depuis 2017. Cette maladie parasitaire, qui se transmet par piqûre de moustiques, a fait plus de 400 000 morts en 2019, majoritairement en Afrique. Le 30 juin, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a félicité le peuple chinois pour avoir débarrassé le pays du paludisme. Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que l'élimination du paludisme est une formidable réussite pour le secteur de la santé en Chine. Il estime que c'est une contribution majeure de la Chine à la santé humaine et au progrès des droits de l'homme dans le monde. La Chine est le 40e territoire à obtenir cette validation de la part de l'Organisation mondiale de la santé. Les derniers en date étaient le Salvador en 2021, ainsi que l'Algérie et l'Argentine en 2019. C'est également le premier pays de la région du Pacifique occidental à recevoir cette certification en plus de 30 ans. Seuls 3 pays en bénéficiaient jusqu'à présent, l'Australie, Singapour et Brunei. Pékin avait démarré une campagne contre la maladie dans les années 1950 en commençant par identifier les endroits de propagation et en mettant en place des traitements préventifs. La Chine a lancé un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui ont mené à la découverte dans les années 1970 de l'artémisinine, principal médicament contre la maladie extrait d'une plante. Par ailleurs, le pays a développé l'utilisation d'insecticides dans les zones favorables à la reproduction des moustiques ainsi que dans les logements. Le nombre de cas a chuté à 117 000 avant la fin des années 1990 et les décès ont été réduits de 95%. Des efforts supplémentaires engagés en 2003 ont permis de descendre autour de 5 000 contaminations par an dans les 10 ans. Après 4 ans sans contamination locale, Pékin a demandé sa certification en 2020. Des experts se sont rendus sur place en mai pour vérifier l'absence de cas local et s'assurer du dispositif pour éviter une réémergence. Et les avancées ne se font pas qu'au niveau sanitaire, mais également au niveau scientifique et plus précisément astronomique. La Chine se lance dans la construction d'un réseau de télescopes pour détecter les débris spatiaux. Reportage. La Chine s'est lancée dans la construction d'un réseau de télescopes de surveillance qui sera principalement utilisé pour détecter des débris spatiaux en haute et moyenne orbite. La construction a débuté dans la province chinoise du Qinghai, au nord-ouest du pays, idéal grâce au ciel nocturne clair de cette région du plateau. Le réseau de télescopes de surveillance multi-applications MASTA, développé par l'Observatoire de la montagne pourpre de l'Académie des sciences de Chine, est en cours de construction dans le bourg de Longhu du Qinghai, à une altitude moyenne de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'achèvement de ce réseau de télescopes est prévu pour 2023. Le réseau de télescopes de surveillance peut détecter des petits débris spatiaux et déterminer leur orbite et leur trajectoire, fournissant ainsi des alertes précoces et permettant d'éviter les collisions de débris menaçant la sécurité des vaisseaux spatiaux, a noté Lei Chengming, chercheur à l'Observatoire de la montagne pourpre. L'Observatoire de la montagne pourpre est l'un des plus vieux observatoires astronomiques de Chine. Construit en 1929, il commence à fonctionner en 1934. Il est situé à l'est de Nankin et a déjà découvert 4 comètes et 149 astéroïdes, dont un à qui il a donné son nom. Et on reste dans le domaine scientifique avec un reportage réalisé par Xinhua News. Venez découvrir l'histoire d'un poisson robotisé souple, inspiré par la biologie et créé par des scientifiques chinois de la province orientale du Zhejiang. Il permet d'explorer les plus grandes profondeurs de l'océan. 当然，这个思路呢，也是由这个深海的狮子鱼它的一个仿生的启发。应该说呢，它能够自己适应非常高的一个深海中的我们说这个静水压力。 因为海洋生物给我们的一个启发，让我们呢更好的设计了这种用来探索和观测海洋的这种机器人。
就是人类去探索海洋的未知，又能够反哺我们人类的各种各样的技术，尤其是海洋技术的发展。On revient sur un périple qui nous occupe depuis plusieurs semaines. Les éléphants rebelles sont toujours en route et continuent d'explorer le Yunnan, demandant aux autorités une grande vigilance. Les images dans ce sujet. On les suit maintenant depuis plusieurs semaines. Le troupeau d'éléphants migrants est toujours sur la route. Composé de 14 éléphants d'Asie sauvage errant dans la province chinoise du Yunnan au sud-ouest du pays, il a continué de se déplacer vers le sud-est, avançant de 6,3 km, ont indiqué mardi les autorités. Le déplacement s'est déroulé de lundi à 17h à mardi à 17h, le troupeau restant dans la zone forestière de Tatian, bourg de la ville de Uxi. Ils y ont passé 2 jours avant de recommencer à se déplacer, a déclaré le centre chargé de surveiller la migration des éléphants. Un éléphant mâle qui s'est égaré il y a 24 jours se trouve maintenant à 53,2 km au nord-est du troupeau, dans l'arrondissement de Hongta, à Uxi. Le troupeau a marché vers le sud pendant 5 jours consécutifs la semaine dernière, avant de se déplacer dimanche légèrement vers le nord-est. De dimanche à 17h à lundi à 17h, il s'est dirigé vers le sud-est sur environ 4,6 km. Si les migrations d'éléphants ne sont pas inhabituelles, la durée et la distance parcourue ne cessent de surprendre les spécialistes, le troupeau se trouvant à quelques 500 km de son point de départ. Les éléphants ont dû sentir que leur environnement traditionnel n'était plus adapté, et c'est sûrement la raison pour laquelle ils sont partis trouver un autre endroit, a indiqué à l'AFP le zoologiste Amisa Campos-Arceiz du jardin botanique tropical du Xishuangbanna. Pour éviter des incidents majeurs, leur marche est surveillée en permanence par des drones et des centaines de fonctionnaires sont mobilisés pour évacuer les populations. Les autorités redoutent qu'en cas de stress, les mammifères se déchaînent. Néanmoins, M. Campos-Arceiz a voulu rassurer la population. Bien qu'ils errent dans des zones peu familières et densément peuplées, les éléphants ont l'air heureux. Malgré tout, ces derniers jours, les pluies continues et le temps brumeux ont compliqué le suivi des drones. 12 groupes de suivi au sol ont surveillé les déplacements des éléphants en avertissant les habitants des environs d'évacuer selon le centre. Mardi, 327 personnes ont été mobilisées pour ce travail, 1428 résidents ont été évacués et 1,1 tonne de nourriture ont été fournies aux éléphants. Et les questions environnementales sont toujours cruciales pour Pékin et sont présentes dans une grande partie des initiatives du pays. On retrouve ainsi le sujet au cœur du programme, les ambassadeurs de la route de la soie verte. En quoi ce programme consiste-t-il? En quoi est-il un atout pour l'environnement? Venez en apprendre davantage avec ce sujet. La société chinoise Anhe Renewable Resources s'est engagée à développer un parc industriel de ressources renouvelables en Asie du Sud-Est et a récemment conclu un accord avec la société thaïlandaise CMP Green Technology pour mener à bien une coopération commerciale en matière de développement de parcs expérimentaux. Les divers travaux préparatoires ont été achevés il y a quelques jours. Grâce à cette plateforme, soit le programme d'ambassadeurs de la route de la soie verte, nous sommes en mesure de comprendre les politiques et les besoins industriels de la Thaïlande en matière d'économie circulaire et de faciliter la tâche du projet de parc industriel de ressources renouvelables de la société, a déclaré Zhu Zhanghong, directeur adjoint de la société. Le programme d'ambassadeurs de la route de la soie verte est le projet phare du ministère de l'écologie et de l'environnement qui permet de partager les réalisations du développement économique et social de la Chine, de promouvoir la coopération régionale en matière de protection de l'environnement écologique, le développement durable régional et la construction conjointe de projets phares de renforcement de capacités de protection de l'environnement de la route de la soie verte. Grâce à ce programme, les pays riverains de l'initiative Une ceinture, une route et la Chine ont mené des échanges approfondis sur la culture verte, les concepts écologiques, les politiques et les normes écologiques et mis en place une coopération pragmatique dans le domaine de la coopération de l'environnement et de l'écologie. L'initiative Une ceinture, une route verte constitue une pratique importante pour le gouvernement chinois pour promouvoir la construction d'une civilisation écologique mondiale en fournissant davantage de biens publics écologiques aux pays et aux régions situées le long du parcours de la route. En 2018, dans le cadre de ce programme, le Centre de coopération et d'échange avec l'étranger du ministère chinois de l'écologie et de l'environnement, l'administration de la protection de l'environnement du ministère du Cambodge et la société IEREC de Shenzhen avaient signé un accord de coopération tripartite portant sur la construction des 2 installations de traitement des eaux usées d'une capacité de traitement journalière de 10 tonnes et de 5 tonnes à Kep et à Phnom Penh au Cambodge.
Le séminaire Chine-ASEAN sur les politiques et les mesures relatives au changement climatique qui s'est récemment tenu en Chine a permis de mettre en avant les résultats fructueux de cette initiative au Cambodge. Depuis sa mise en œuvre en 2011, le programme d'ambassadeurs de la Route de la Soie Verte a mené près de 40 activités de formation et d'échange, dans le cadre desquelles plus de 1000 responsables techniciens et universitaires de l'environnement ont été formés dans plus de 20 pays riverains de l'initiative. La formation et les échanges ont porté en outre sur la politique économique verte et l'application des lois sur l'environnement. Si pour l'Europe, les débats sportifs sont toujours centrés sur l'Euro, la Chine, elle, se prépare pour la compétition qui aura lieu en 2022, la Coupe du Monde, et débute les qualifications. La Chine s'est lancée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2022, après avoir été placée dans le même groupe que le Japon, l'Australie et l'Arabie Saoudite lors du dernier tour des éliminatoires asiatiques. Le tirage au sort, qui a eu lieu jeudi à Kuala Lumpur, a également placé Oman et le Vietnam, les étoiles montantes de l'Asie du Sud-Est, dans le groupe B. Les Japonais, les Australiens et les Saoudiens avaient occupé 3 des 5 places du continent lors de la dernière Coupe du Monde qui avait eu lieu en Russie et risquent de donner du fil à retordre à la Chine qui espère bien se qualifier pour la première fois dans cette compétition. Dans le groupe A, l'Iran affrontera à nouveau la Corée du Sud, les deux équipes s'étant déjà affrontées lors des qualifications pour chacune des 3 dernières Coupes du Monde. Les Émirats arabes unis, la Syrie, l'Irak et le Liban composent le reste du groupe. Les Émirats arabes unis, la Syrie, l'Irak et le Liban composent le reste du groupe. Les 2 premiers de chaque groupe obtiennent une place automatique aux côtés du Qatar, pays hôte du tournoi. Les équipes classées 3e s'affrontent et les vainqueurs se qualifient pour un barrage international. Les premiers matchs de la phase finale devraient débuter en septembre, les qualifications devraient se terminer en mars et les éliminations en juin. C'est la fin de votre journal, merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.